Merci Samuel Laurent de nous recevoir. Nous avons tenu à avoir cet entretien avec vous concernant la sortie de votre livre L'État islamique, qui regorge de nombreuses informations inédites sur ce mouvement qui, nous disent les Américains hier, serait gelé dans sa progression dans l'Irak. Là, c'est vraiment l'actualité chaude de la journée. Selon vous, est-ce qu'il y aurait un excès d'optimisme des Américains? Alors, il faut bien scinder deux choses. Gelé dans sa progression en Irak, en grande partie, c'est vrai. Maintenant, excès d'optimisme, bien évidemment. Le fait que l'État islamique ne progresse plus, avec 60 pays, près de 60 pays inclus d'une façon ou d'une autre dans la coalition, avec des bombardements quotidiens, avec des centaines de sorties contre l'État islamique, je pense qu'on peut quand même difficilement pavoiser aujourd'hui et dire qu'après 2 mois de ces opérations, on est face à une victoire quasi totale. J'aimerais revenir sur un exemple qui est quand même à mon sens le plus frappant, c'est celui de Kobané. Kobané, c'est une ville qui est l'équivalent en termes de population de Mantes-la-Jolie. Alors, Mantes-la-Jolie, ça représente 40 000 habitants. En 2 mois, les frappes américaines, françaises, anglaises, canadiennes, etc., et j'en passe, ont simplement réussi à contenir l'avancée de l'État islamique. Pas à les repousser, pas à les détruire, pas à les faire fuir. On a simplement réussi à les contenir. Après qu'ils aient beaucoup avancé, voilà, déjà le mal est fait. Beaucoup avancé, mais on n'a même pas réussi à les repousser. Alors que ces gens ne disposent d'aucune défense antiaérienne capable de nous atteindre, alors qu'il y a eu 1500 ou 1300 hommes envoyés en renfort de l'armée syrienne, libre des peshmerga irakiens, et une frontière turque qui, quand même, dans l'ensemble, est plutôt fermée. Bon, il y a eu quelques incursions, mais ça ne représente pas grand-chose. Donc, dans l'ensemble, clairement, cette guerre, on est en train de nous vendre une imposture. On est en train de nous vendre une guerre qu'on gagne, alors qu'en réalité, on la perd. Mais on ne la perd pas depuis 2 mois, on la perd depuis 15 ans. Alors pour revenir un petit peu aux origines de votre travail, vous avez un parcours assez original, j'aurais dû commencer par là. Vous êtes en fait à la base un consultant pour des grandes entreprises en risque dans les pays un peu chauds. Vous avez travaillé en Irak notamment, c'est là où vous avez commencé à nouer des liens avec des chefs sunnites, et ensuite vous avez travaillé en Libye du temps de la déstabilisation. Et là-bas, vous avez aussi rencontré pas mal sur le terrain de personnalités importantes ou moins importantes, mais qui avaient des bonnes informations, qui vous ont permis d'écrire votre livre Sahélistan. L'année dernière, vous avez écrit un livre qui s'appelle Al-Qaïda en France, qui regorgeait d'informations assez stupéfiantes. Et maintenant, vous revenez avec ce livre, L'État islamique, où, comme source de première main, vous avez pu obtenir des bonnes informations. Alors vos sources, je vais vous laisser les présenter. Il y a des ex-membres de l'État islamique. La base aujourd'hui pour avoir des informations sur l'État islamique, c'est de comprendre qu'il n'y en a aucune. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aujourd'hui obtenir d'informations sur l'État islamique via la presse, qui n'en a pas, dans la mesure où tout est verrouillé à l'intérieur de cette région, via les informateurs turcs qui travaillent pour les services de renseignement et qui en l'occurrence sont tous retournés par l'État islamique lui-même, c'est-à-dire que les informations qu'obtient la CIA auprès des réfugiés syriens, auprès des Turcs, des marchands turcs de la frontière, etc., sont en règle générale toutes faussées. Donc, c'est extrêmement difficile d'avoir des informations qui soient des informations fiables, objectives et surtout des informations sensibles sur ce mouvement. La seule manière de procéder, c'est quelque part de travailler avec ceux qui les connaissent, mais qui en même temps les détestent. Alors, il n'y a qu'une organisation qui les connaisse en profondeur parce qu'elle partage les mêmes objectifs et qu'elle utilise de facto les mêmes filières, et qui en même temps la déteste parce qu'elle est en compétition avec elle pour le contrôle du djihad mondial. C'est Al-Qaïda. Donc, rentrer dans Al-Qaïda, demander à Al-Qaïda des informations vitales sur leur ennemi numéro 1 aujourd'hui, qu'est l'État islamique, c'était la seule manière de procéder. Il s'avère, comme vous l'expliquez, que à travers des activités de très longue date, j'ai réussi à avoir des contacts en Irak, mais pas seulement, en Libye, en Somalie, au Yémen, en Égypte, au Maghreb, etc., qui m'ont permis
d'approcher ces gens, de gagner leur confiance, et puis d'établir une espèce de manipulation mutuelle. Et pas n'importe lesquels, c'est des émirs d'Al-Qaïda. Il faut relativiser. Émirs d'Al-Qaïda, voilà, moi je ne fréquente pas des émirs d'Al-Qaïda, je ne connais pas Zawahiri, je ne connais pas Al-Jolani. Des chefs locaux. Voilà, qui sont des chefs locaux, des chefs régionaux même parfois, mais qui ne sont pas dans la hiérarchie. Il n'y a pas un organigramme très clair. Mondial d'Al-Qaïda. Mais ça me suffit largement. Je ne pense pas qu'Al-Qaïda aujourd'hui, en tant qu'organisation suprême, donne l'aval pour que ces gens me contactent ou quelque part me livrent ces informations. Mais sur le terrain, on arrive à tisser des amitiés, on arrive à tisser des contacts, quelque part des amitiés, même si les repères se brouillent un petit peu, on arrive à tisser des relations suffisamment proches et des liens de confiance suffisamment étroits pour pouvoir obtenir des informations qui vont à la fois permettre d'écrire ce genre d'ouvrage et en même temps servir les intérêts d'Al-Qaïda qui cherchent à déstabiliser l'État islamique en livrant des informations très sensibles, trop sensibles que le califat ne voudrait pas voir sortir. Alors pour dégrossir un petit peu les forces en présence en Syrie et en Irak, Al-Qaïda, donc c'est Jabhat al-Nusra, le front al-Nusra. Alors, pour faire très simple, Al-Qaïda, c'est Jabhat al-Nusra. En 2011, au moment de la révolution, à partir de 2011, Zawahiri, donc le chef d'Al-Qaïda, le successeur de Ben Laden, demande la création d'une armée d'Al-Qaïda en Syrie. Il n'a pas les moyens de le faire parce qu'il est en Afghanistan et au Pakistan, donc dans toutes ces zones très éloignées, et qu'Al-Qaïda ne dispose pas de la logistique nécessaire. Donc il va demander à Baghdadi de préparer quelque part le terrain et de donner un soutien logistique, financier et militaire à la création de cette future armée. Baghdadi va créer Jabhat al-Nusra, littéralement de A à Z. Il va lui fournir des armes, du matériel, des sanctuaires en Irak à l'époque où il est en train de se former, et ensuite donc ils vont s'installer en Syrie. Baghdadi à ce moment-là se dit, mais attendez, j'ai créé cette armée de toutes pièces, ça représente un véritable joyau, une merveilleuse petite machine de guerre, et je dois maintenant la céder à Zawahiri sans raison apparente, alors que moi je combats de l'autre côté de la frontière. Donc il décide, lui, tout seul, unilatéralement, de créer quelque part une combinaison qui va à la fois intégrer l'État islamique d'Irak et Jabhat al-Nusra. Il va appeler ça l'État islamique d'Irak et du Cham. L'État islamique d'Irak et du Cham, Zawahiri va refuser cette organisation. Il va dire hors de question, je veux qu'il y ait Al-Qaïda en Irak et Al-Qaïda en Syrie. À partir de là, conflit entre Zawahiri et conflit avec Baghdadi, et donc il va y avoir scission, et il y aura donc l'État islamique qui aura de nouveaux pieds en Syrie, et puis Jabhat al-Nusra qui va, elle, se battre dans d'autres régions et qui va entretenir avec l'État islamique des relations extrêmement conflictuelles, alors parfois opportunes, il y aura des alliances. Et face à l'intervention américaine... Et voilà, ce qui va ressouder ces deux frères ennemis, quelque part, ça sera l'intervention américaine en Syrie. Je précise en Syrie, parce que l'intervention en Irak n'aurait pas engendré, quelque part, cette union sacrée entre Jabhat al-Nusra et l'État islamique. Pour en revenir au rôle des Américains, il y a une information un peu étonnante dans votre livre. On apprend que al-Baghdadi était en prison, dans une prison tenue par les Américains en Irak, avec le gros du gouvernement de l'État islamique en 2004. Ils ont tous été libérés. Il y a quand même Haji Bakr, l'ancien Premier ministre de l'État islamique en charge de la Syrie, un dénommé Al-Bilaloui, ancien Premier ministre, entre guillemets, en charge de l'Irak, et d'autres grands chefs qui ont tous été... Alors, on peut peut-être imaginer que c'était une manœuvre pour déstabiliser Al-Qaïda. On peut aller plus loin. Al-Qaïda l'affirme. Al-Qaïda affirme que les Américains avaient prévu depuis 2006, les gens que j'ai rencontrés affirment avoir disposé de ces renseignements depuis 2006, comme quoi, quelque part, l'idée des Américains, c'était de déstabiliser Al-Qaïda, qui représentait un danger beaucoup plus vaste pour l'Occident, en renforçant la structure de l'État islamique en Irak, qui était une structure locale, qui était une structure beaucoup plus agressive, beaucoup plus virulente, qui finirait un jour ou l'autre par s'autodétruire dans la mesure où, quelque part, pas l'appui de la population avec sa férocité. Elle draine très vite l'animosité des populations. Donc, c'était de renforcer l'État islamique et au final d'affaiblir Al-Qaïda. Alors on voit que c'est quand même ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Alors comme vous le dites, il y a des coïncidences troublantes. Il faut savoir qu'en 2006, Abu Bakr al-Baghdadi va être arrêté. Alors il va être arrêté avec donc tous les dirigeants actuels de l'État islamique.
il va y avoir les 8 personnes qui vont fonder littéralement l'État islamique qu'on a connu depuis 2 ans, qui vont être arrêtés par les Américains, détenus pendant presque un an et relâchés sans la moindre raison, quasiment en même temps. Tous ces gens vont être relâchés et il va s'avérer que ce seront plutôt les uniques survivants de la purge menée par les Américains et le gouvernement irakien contre Al-Qaïda. Il y avait 42 ou 48, je ne me souviens plus, leaders d'Al-Qaïda identifiés en Irak en 2004, ou en 2006, pardon, en 2006. Et en 2009, il n'y en a plus que 8. Et ce sont troublant, ces 8 très dirigeants. troublant. Très troublant. Après, pour voir un peu le rapport de force en Syrie avec les autres mouvements rebelles, il y a l'ASL qui est en fait pas un mouvement très coordonné, avec une hiérarchie assez insaisissable. C'est un euphémisme. Oui, en termes d'effectifs. Au début, on nous disait, oui, les djihadistes, c'est seulement 10% de la rébellion. Ça, c'était au début. Maintenant, tout le monde s'accorde à dire que 80% oui, mais le plus grave, des combattants en Syrie sont vraiment des Oui, djihadistes. mais Et dans la SL, vous allez me répondre. C'est ça, le plus grave, c'est Il y a des brigades djihadistes dans la SL. Le plus grave, c'est que pour le coup, ça a toujours été le cas. L'ASL n'a pas été constituée par des jeunes révolutionnaires, laïcs, modérés, démocrates. Il n'y a qu'à voir le nom des brigades. Hein. Il y a Exactement. la brigade Ibn Taymiyyah, et la brigade Al-Farouk. Alors ça, je voulais vous en parler un petit peu parce que cette Al-Farouk, c'est pas la plus, c'est pas la plus entre Et guillemets, vous avez rencontré son commandant. Oui, ça vous en parlez dans le précédent ouvrage. Par l'entremise d'un membre de l'État islamique. C'est là où on voit les connexions entre les deux. La Katiba Al-Farouk, j'ai rencontré le leader de la Katiba Al-Farouk le jour où je suis arrivé en Turquie. J'arrivais du Liban. J'avais été recommandé par Sheikh Bakri, donc, qui est aujourd'hui en prison, qui était le grand leader salafiste, supporter de l'État islamique déjà à cette époque, qui m'avait recommandé donc, à ces gens. Je ne savais pas qui j'allais voir, pour le coup. Donc, je suis arrivé à Antakya, on m'a donné rendez-vous, et on m'a emmené depuis Antakya jusqu'à une petite ville qui s'appelle Reyhanli, dans la voiture avec donc, le patron de la brigade Al-Farouk et un type de l'État islamique. Alors, aucun des deux ne parlait anglais, donc mon arabe très limité, et puis on s'est retrouvé avec un type de l'ASL qui est venu nous rejoindre à Riyad. ASL, Armée syrienne libre, qui est soutenue par la France et les États-Unis. Qui est soutenue par la France et les États-Unis. Hollande l'a reconnu. Non mais il y a pire que ça, il y a pire. C'est-à-dire qu'on l'est armé, soit, mais on l'a armé avec un tel aveuglement qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les rangs de l'État islamique à Kobané, les Kurdes ont retrouvé des missiles Milan. Missile anti-char Milan. Missile anti-char Milan qui avait été donné par la France à l'ASL, qui ont été revendus par l'intermédiaire du marché noir syrien et qui ont fini entre les mains de l'État islamique. Il y a eu plusieurs cas, on il y a même des vidéos. On en a retrouvé d'autres, des vidéos où on voit l'État islamique pavoise avec les missiles Milan. Oui, pavoise, en tout cas ils se battent, parce qu'on a vu une vidéo notamment de la Katiba des Muhajirin qui sont en train de tirer avec un missile Milan. Il faut savoir que la brigade, c'était Muhajirin wal Ansar, je crois, qui était la brigade fondée par un homme qui s'appelait Abu Omar al-Shishani et qui est aujourd'hui le commandant en chef militaire des opérations militaires en Syrie pour l'État islamique. Donc voilà où finissaient les armes données par François Hollande. Oui, on peut vraiment s'interroger sur le mode de livraison de ces armes. Le mode de livraison, il est aussi Georges Malbruno avait repéré, il avait dit dans le Figaro, avant même que François Hollande reconnaisse que nous armions les rebelles, en octobre 2013, Malbruno fait un article en disant qu'il y a un centre de commandement à Amman, en Jordanie, il dit une Operation Room, une salle des opérations, dirigée par Sultan bin Sultan, le chef des renseignements saoudiens, ou d'un Américain. Et à cette salle des opérations siège la France. Et c'est de là où est coordonnée la livraison des armes. Donc la France n'a même pas grande vue sur... Je rappelais juste cet article du Figaro qui n'avait suscité, quand il était paru, aucune réaction. Et ensuite, on avait eu l'officialisation par François Hollande qu'on livrait bien des armes à l'ASL. L'ASL qui n'est pas, comme vous l'avez expliqué, très fiable. L'ASL, c'est quelque part la même supercherie que ne l'a été le CNT en Libye. C'est-à-dire que voilà, on veut s'ingérer dans des guerres qu'on ne comprend pas, avec des principes qui sont plus d'actualité, et pour le coup, on arme des gens qu'on ne connaît pas, et j'oserais dire qu'ils ne gagnent pas à être connus. Pour le coup, l'ASL aujourd'hui traîne la pire réputation de Syrie. Il faut savoir que Jabhat el-Nusra est
une brigade plutôt populaire. Harar el-Sham, qui est une autre brigade salafiste, également plutôt populaire dans la population syrienne. L'ASL est honnie, littéralement honnie, détestée. Ce sont des brigands pour la plupart, des gens très corrompus, ça va on ne voit pas, non. Des gens donc très corrompus. Ce sont également donc des trafiquants qui revendent une majorité de l'armement qu'ils récupèrent. Donc pour le coup, véritablement, on est rentré dans cette guerre à pieds joints pour des principes complètement naïfs pour cette région, qui sont ceux de la démocratie, de l'équité, etc., qui ne veulent aujourd'hui littéralement rien dire en Syrie. C'est une lutte pour le pouvoir qui a capitalisé sur cette révolution arabe. Et pour le coup, même si Bachar el-Assad est tout à fait condamnable, je peux le dire, pour avoir pris quand même un paquet de ces bombes sur la tête, enfin, ou à côté de moi, c'est vrai que c'est des tirs indiscriminés, des massacres de civils, etc. Mais de l'autre côté, c'est exactement la même chose. Donc, bien sûr, c'est le véritable chaos syrien, un titre de livre d'Alexandre Delval qui vient de sortir. Voilà, cette véritable envie presque pathologique de prendre parti de François Hollande et d'essayer comme ça de se trouver un bon élève à soutenir et à appuyer, engendre quelque part tout le chaos qu'on est en train de voir aujourd'hui. Il n'y a pas d'alliés. On est en train de mener une guerre aujourd'hui en Syrie qui est une guerre sans alliés. C'est-à-dire qu'on refait l'erreur quelque part de la Libye, mais on fait aussi l'erreur des Américains au Vietnam avec Diem, c'est-à-dire de choisir un leader du moment qu'il est pro-occidental, peu importe qu'il soit corrompu, peu importe qu'il soit incompétent. Abdel Jalil en Libye. Voilà, Abdel Jalil, Djibril en Libye, etc. Djibril. Tous ces gens-là. Donc, que sont-ils devenus d'ailleurs ? Ils sont rien devenus. La Libye aujourd'hui n'existe plus. Ça n'est même plus un pays. C'est une nation bipolaire avec un gouvernement à Tripoli, un gouvernement à Tobrouk, qui se disputent la légitimité d'un terrain que personne ne contrôle et qui se battent, par exemple, pour envoyer chacun leur ministre du pétrole aux réunions de l'OPEP. Une guerre qui a coûté 300 millions d'euros à la France. Non, qui a coûté beaucoup plus. Ça, c'est les chiffres officiels. Mais c'est déjà énorme. Les Anglais, qui sont beaucoup plus honnêtes que nous, avaient revu, il y avait une estimation qui avait été faite du coût de la guerre qui était 3 fois ou 4 fois les chiffres officiels pour l'Angleterre. Donc, bien évidemment, la France n'échappe pas à la règle. On a dépensé des fortunes, on a espéré une bonanza pétrolière, etc., qui n'est jamais venue, et au final, on se retrouve avec une Somalienne aux portes. En plus, la Libye, plaque tournante de la marché d'armes pour les djihadistes après en Irak et en Syrie. En partie. Avant au début peut-être. Avant, plus maintenant, parce qu'il y a, paradoxalement, il n'y a plus beaucoup d'armes en Libye. C'est-à-dire que tout est tellement parti, il y a eu tellement de trafics qui ont été faits, qui sont partis notamment par le Sinaï, qui sont partis en Syrie en 2011, en 2012, etc., qu'aujourd'hui, la Libye cherche des armes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand vous parlez aux chefs de brigade, aux gens qui dirigent un petit peu cette guerre, que ce soit les Misratans, les Intani, les gens du Sud, etc., ils sont preneurs, ils cherchent des armes, ils cherchent des marchands d'armes. Donc la Libye aujourd'hui, je dirais, a presque épuisé ses stocks, et pourtant ils étaient vastes. Pour en revenir un peu au rapport de force entre les différents acteurs en présence, l'État islamique, 50 000 hommes, à peu près 50 000 hommes. Jabhat al-Nusra, Jabhat el-Nusra, beaucoup moins. Beaucoup moins. J'irai entre 12 000 et 20 000. Et l'armée syrienne libre, l'armée syrienne libre, c'est très très difficile. Elle a nébuleuse, beaucoup plus d'hommes. Ouais. Elle a beaucoup plus d'hommes. Il y a des chiffres qui parlent de 100 000 hommes, je ne sais pas, voilà, c'est peut-être même beaucoup plus. Donc c'est très difficile. Il y a beaucoup d'hommes dans l'armée syrienne libre, ça c'est vrai. L'ASL regorge de soldats. Mais le problème, c'est qu'ils n'obéissent à personne et qu'ils sont répartis en brigades concurrentes. Et puis que les brigades bougent. Vous avez les brigades de Saddam Djemel, par exemple, qui était le commandant du front à la frontière irakienne, donc qui a ouvert quelque part, qui a contribué à l'ouverture et à l'extension de la guerre en Irak. Les brigades de Saddam Djemel se sont ralliées à l'État islamique. D'autres brigades ont fait allégeance à Jabhat el-Nusra. Certains groupes de Jabhat el-Nusra font allégeance à l'État islamique. Donc dans tous les cas de figure, c'est extrêmement complexe et mouvant, mais clairement on peut dire que le plus établi, parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus, c'est l'État islamique qui se situe entre 40 et 50 000 hommes. Jabhat se situe entre 12 et 20, peut-être un peu plus, mais guère plus, entre 12 et 20 000 hommes. Et l'armée syrienne libre est extrêmement, pour le coup, extrêmement nombreuse, mais absolument pas efficiente. Et l'organisation de l'État islamique que vous décrivez dans votre livre est très impressionnante. L'armée est répartie entre
des forces spéciales, l'artillerie, les blindés, l'infanterie, des snipers. Rien que pour les snipers, il y aura à peu près 1000 snipers. Oui, voilà, Alcance. C'est énorme. Les blindés, ils auraient 400 blindés. 400 blindés. En état de marche. Alors en état de marche, et ils en ont même plus, parce que c'est ce que j'expliquais à un de vos collègues. Quand ils sont arrivés à Mossoul, quand ils ont pris Mossoul, ils ont neutralisé, parce qu'ils ne savaient pas se servir des Abrams. Ils arrivaient de Syrie. Les chars américains Abrams. Ils ne savaient pas se servir des Abrams. Et comme ils avaient peur de reculer, ils ont neutralisé une grande partie. C'est-à-dire qu'ils les ont fait exploser plutôt que de les laisser et de risquer de les perdre à nouveau. Donc ils ont eu une profusion d'armes. Alors ça va du T-55 soviétique qui en effet vaut plus rien, récupéré en Syrie dans les bases de l'armée syrienne, mais ça va en effet jusqu'au T-72 et puis aux chars Abrams américains récupérés à Mossoul. Ils sont en train de former des hommes pour ça. Alors c'est ça, parce que les chars américains, apparemment, je ne suis pas un tankiste, je ne suis pas spécialiste tout ça, mais ils n'ont plus assez d'équipage. Alors quand j'ai fait l'enquête, donc en septembre-octobre, il manquait d'équipage. Ils avaient trop de matériel et pas assez d'équipage. Donc ils formaient de nouveaux équipages pour pouvoir utiliser quelque part au maximum de leur potentiel les stocks ou les cheptels de tanks. Des tanks qui planquent. Des tanks qui sont parfaitement planqués. Alors, bien sûr, on montre, nous, aujourd'hui, des images où on voit une ZU-23 ou une Douchka qui se fait allumer par un Hellfire. De toute petite importance. Voilà, un Hellfire, ça coûte très cher. On est en train de mener une guerre totalement disproportionnée contre des gens qui se cachent et qui maîtrisent parfaitement le hit and run. On n'a jamais gagné la guerre d'Afghanistan. La guerre d'Afghanistan, c'était des talibans sans aucune structure. Il n'y avait rien. Et pourtant, il y avait beaucoup d'hommes sur le terrain côté on avait des hommes en plus sur le terrain, on avait du renseignement humain qu'on n'a pas aujourd'hui, Et ça, c'est capital, le renseignement humain. Il faut savoir que c'est la source, c'est la base de cette guerre. On va la perdre parce qu'on n'a pas de renseignement humain. Oui, d'ailleurs, le meilleur exemple que vous parliez dans votre livre, c'est le camp Oussama Ben Laden, qui a été un montage fait par les renseignements de l'État islamique, l'AMNI, ce sont les services de renseignement, qui ont fait croire qu'il y avait un camp vraiment important avec doté d'armes sophistiquées, etc. Et en fait, c'était un traquenard. Vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, voilà, il y avait un camp qui existait, qui s'appelait le camp Oussama Ben Laden, et qui était situé donc en Libye, je crois, à côté de Raqqa, et qui était utilisé, ma foi, comme base, comme camp d'entraînement, etc., mais qui n'avait rien de particulièrement stratégique. Un camp comme il y en a des dizaines aujourd'hui en Syrie et en Irak. Et l'AMNI a fait, quelque part, monter la sauce avec tous ces informateurs, donc tous les gens dont je parlais plus tôt. Les sources occidentales, les gens qu'on va chercher à Gaziantep, qu'on rince abondamment pour avoir des informations souvent ridicules, mais parfois véritablement ridicules. Moi, je parlais à un informateur de la CIA qui me racontait qu'il y avait un chef de l'État islamique dont on n'avait jamais vu le visage, qui était toujours habillé en burqa et dont on avait coupé les cordes vocales pour qu'il ne parle pas. Enfin, ça en arrive parfois à ce degré de débilité, ce qu'on essaye de faire ingérer aux services de renseignement français, américains, etc. Donc, pour le coup, on a fait monter la mayonnaise le long de la frontière turque. On a expliqué que ce camp Oussama Ben Laden était véritablement un lieu hautement stratégique dans lequel il y avait des otages, dans lequel il y avait des armes, dans lequel parfois séjournait Baghdadi. Et donc les Américains ont monté un raid en sachant que donc du coup, bien évidemment, quelque chose du même style que l'attaque contre Ben Laden au Pakistan aurait été monté. On savait que les Américains allaient monter quelque chose. Les gens de l'État islamique ont tendu un traquenard. Alors ça a duré, je crois, 2 mois. Il y a eu 2 mois d'attente ou 1 mois et demi. C'était quand ? Et puis il y avait un raid, c'était en juillet ou en août dernier. Voilà l'été dernier. Voilà, juillet ou août. Et à ce moment-là, donc il y a eu un raid de l'armée américaine et ils se sont fait littéralement. Ils étaient attendus. Voilà, ils s'étaient attendus et donc ça n'a rien donné. Bien sûr, aucune prise, pas d'otages, pas de destruction de matériel, pas de cible. Comme quoi le renseignement est très défectueux. Mais le renseignement est plus que défectueux. On ne peut pas rentrer aujourd'hui dans l'État islamique. On ne peut pas. Je ne suis pas un espion, donc j'ai jamais prétendu l'être. Mais beaucoup de mes détracteurs aujourd'hui disent que je prétends être un espion. C'est faux. Je n'ai jamais prétendu faire de l'espionnage, quoi que ce soit. Je vais voir ces gens en toute bonne foi. Alors c'est ma seule qualité, je dirais, c'est d'avoir un peu de culot pour y aller. Mais je ne mens jamais quelque part sur mes intentions. Alors si je ne peux pas y aller, je dirais,
je ne vois pas comment un espion, avec tout ce que ça requiert comme risque, comme degré d'immersion supplémentaire, de dissimulation, etc., pourrait aller faire là-bas. Il n'y a pas d'espion aujourd'hui chez l'État islamique. Il y a des Syriens qui travaillent pour l'ASL, alors qui en effet vont monnayer quelques informations, mais l'ASL est tellement véreuse que pour le coup, les informations en question, elles sont remaniées largement avant d'être distribuées ou monnayées à la CIA. Autre sujet très important, les ressources de l'État islamique. Bon, on va pas détailler, mais il contrôle quand même 7 champs pétrolifères, c'est ça? Ça me paraît énorme. Alors, il contrôlait 7 champs pétrolifères, j'avais fait la liste. Ils sont attaqués par la coalition, alors, ces champs? Maintenant, ils sont finis. Maintenant, voilà, maintenant, c'est terminé. Il faut savoir il y a eu un très bon article dans le Guardian il y a quelques jours, il y a une semaine ou deux, qui expliquait que donc les revenus pétroliers s'étaient, alors non pas taris, mais réduits, et qu'on parlait maintenant de quelques millions de dollars par semaine au lieu des 3-4 millions de dollars par jour, des champs syriens. Parce qu'il y avait d'autres champs pétroliers, donc notamment ceux dont on parlait en Irak, qui auraient potentiellement rapporté 3 millions supplémentaires, qui représentaient à peu près 80 000 barils jour ou quelque chose comme ça. Donc ces champs-là n'ont pas eu le temps d'être mis en activité à cause des frappes de la coalition. Mais aujourd'hui, le niveau s'est tari et ça représente quelques millions de dollars par semaine. Bon, ceci étant dit, ce n'est pas leur seule source de revenus. Ils ont également la contrebande d'antiquités qui fleurit et qui représente là encore des dizaines de millions de dollars. Il faut savoir qu'aujourd'hui tout est méticuleusement pillé dans l'État islamique. Vous avez les églises, les sites archéologiques, etc. On a des gens qui creusent, qui sont payés pour le faire et qui le font très méticuleusement. Les mafias russes sont à la frontière à Gaziantep, à Rayandlé, à Antakya, etc. ou même plus au nord pour récupérer tout ça et le revendre. Donc ça représente des sommes généralement assez modiques, une statuette c'est 50 000 dollars, 100 000 dollars, 200 000 dollars. Oui, il y a des livres. La Syrie regorge d'un patrimoine archéologique. On m'a montré un livre dont je ne saurais vous donner la provenance parce que j'y connais rien, qui était à vendre à 1,2 million. Donc pour le coup, voilà, il y a beaucoup d'argent. Oui, d'ailleurs la France, avant de se fâcher avec Bachar al-Assad, j'étais récemment dans un dîner-débat avec Claude Guéant qui expliquait que la France était en train de nouer des partenariats à l'époque de recherche archéologique en Syrie et que malheureusement depuis la guerre en Syrie tout ça n'a aujourd'hui moi je pense que il y a un patrimoine qui est en danger. Non, pour le coup il y aurait des choses à faire, il y aurait des initiatives à prendre qui seraient notamment de protéger ces statues, c'est-à-dire de les racheter à la guérilla. Il y a pas que l'État islamique qui fait ça, l'ASL le fait également, etc. Et pour le coup serait tout à fait disposé à collecter ces statues et à collecter ces trucs pour les mettre à autres ressources également le Qatar. Pas que le Qatar, l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui a sa propre brigade, le Front islamique en a. Non, ça c'est l'Arabie Saoudite qui a sa propre. Oui, voilà, l'Arabie Saoudite. Le Front islamique et qui n'est pas du tout lié à l'État islamique. Il faut savoir que le Front islamique et l'État islamique se battent. Il y a, pour faire simple, 3 coalitions. Il y a l'État islamique, la plus puissante aujourd'hui. Il y a la coalition des islamistes avec Jabhat el-Nusra, le front, donc Jaish el-Islam, le front islamique, Harar el-Sham, qui sont les 3 grosses brigades islamistes, et puis une multitude de petites brigades salafistes, et puis la SN. Voilà, ça, c'est les 3 grands groupes aujourd'hui qu'il y a en Syrie. Le Qatar, l'Arabie Saoudite, ne finance pas que le front islamique. Il faut savoir qu'à titre individuel, il y a des princes, des notabilités du Golfe. Oui, il y a le Télégraphe vient de publier un article là, le 16 novembre. Il rapporte en fait une enquête du Trésor américain, très sérieux, disant que 2 des grandes personnalités du Qatar, un dénommé Turki Al-Soubahi et un autre Umair Al-Nouaimi, dont un était l'ancien président de la fédération de football du pays, sont les plus gros financiers d'Al-Qaïda. C'est sorti le 16 novembre dans le Télégraphe. Et les médias français ne l'ont pas repris. Peut-être que c'est hallucinant. Oui, non, mais le Qatar est préservé en France quand même médiatiquement. Le Qatar est préservé. Le Qatar est notre vache à lait, alors que c'est le pays le plus rétrograde, le plus ignoble avec l'Arabie Saoudite qui puisse exister. C'est des talibans en voiture de luxe. C'est un pays esclavagiste. Mais c'est des talibans en voiture de luxe. C'est des arriérés, des gens qui pratiquent. Le livre de Pierre Péan à cet égard est très détaillé.
Une France sous influence. Qatar, la France sous influence. Mais clairement, très voilà, important. on est en train. Mais vous savez, donc, enfin bon, moi je veux bien la France sous influence, mais c'est pas la France qui est sous influence. L'Amérique est sous l'influence de l'Arabie Saoudite, tout pareil. Je veux dire, l'Arabie Saoudite est un régime aussi toxique. La France n'est pas le seul pays à bénéficier des largesses du Qatar. Pour le coup, toute l'Europe aujourd'hui est sous coupe réglée. Les pétromonarchies investissent en inverse proportion à la crise économique. Donc quelque part, plus on a besoin d'argent, plus on est ravi que les têtes turbanées du Golfe achètent nos services. Et après, les politiques français se pressent au forum de la démocratie à Doha. Oui, mais etc. Vous savez, après c'est toute l'hypocrisie politicienne. Il y a 3 jours, Hollande demandait à Sisi de poursuivre sur la voie de la démocratie. Je veux dire, je veux bien qu'Hollande atteint chaque jour des sommets plus élevés dans le ridicule, mais là pour le coup, Sisi poursuivre dans le domaine de la démocratie, je crois que ça va loin. Bien, Samuel Laurent, je crois que nous avons fait un peu le tour de l'actualité en Syrie. Je vous remercie beaucoup de nous avoir reçus. Et je recommande à nos auditeurs de lire le livre L'État islamique, qui est vraiment un livre important parce qu'il les regorge d'informations inédites, tout comme vos précédents ouvrages, Al-Qaïda en France et Sahélistan pour comprendre la Libye, l'opération libyenne. Merci beaucoup, Samuel Laurent. Merci à vous. Nous sommes devant la grande mosquée de Cergy, construite sur un terrain de la municipalité socialiste de 2000 m² pour un loyer cadeau annuel de 728 €. Le maire Dominique Lefebvre étant un ami de Manuel Valls, le Premier ministre vint l'inaugurer en grande pompe en juillet 2012. Dans son livre « La laïcité en face », Manuel Valls plaidait pour un financement public des mosquées, par, disait-il, volonté de rattrapage. Rattraper le retard sur le christianisme, religion pourtant historique de la France, tout le monde aura compris. Nous révélons dans notre enquête que le premier imam choisi par les musulmans de Cergy, Tahar Mahdi, est un soutien de Mohamed Morsi, le président déchu de l'Égypte. Il affichait en image d'accueil de sa page Facebook le portrait de ce membre des Frères musulmans, organisation dont tous les spécialistes reconnaissent la nature totalitaire et violente. En janvier 2013, Mohamed Morsi avait demandé la libération du cerveau des premiers attentats du World Trade Center en 1993, Omar Abdelrahman, emprisonné aux États-Unis. Amnesty International, cette ONG, a dénoncé les exactions des Frères musulmans lors de leur passage au pouvoir. Une centaine d'églises furent attaquées après l'éviction de Mohamed Morsi. L'imam de Cergy pose aussi fièrement avec le cheikh Youssouf Al-Qardawi, qu'il qualifie d'éminence sur sa page Facebook. Inquiétant quand on connaît les positions de ce fou d'Allah qui ordonne de tuer les homosexuels, de tuer les apostats et tuer les juifs, pour lui la Shoah étant perçue comme un châtiment divin. Voilà donc comment la mairie socialiste de Cergy collabore avec les Frères musulmans. Voici maintenant la mosquée As-Salam de Nantes de jour et la nuit. La première pierre a été posée par l'adjoint au maire de la mairie socialiste, Pascal Bollot. En 2009, alors que Jean-Marc Ayrault était maire, 200 000 € furent votés par la mairie pour le centre culturel de la mosquée, en réalité l'Institut islamique, qui enseigne la charia comme on peut le voir sur le programme scolaire. Cette mosquée est membre des islamistes de l'UOIF, la branche française des Frères musulmans. L'UOIF fut médiatisée au printemps 2012, quand 6 de ses conférenciers invités à son congrès furent interdits de séjour pour incitation à la haine religieuse et à la violence. Pourtant, Alain Juppé remit en 2014 la Légion d'honneur à l'imam Tarek Oubrou de cette même organisation. Cet imam de l'UOIF s'annonce dans un livre d'entretien paru en 2013 encore membre des Frères musulmans. Il en est fier. Organisation classée islamo-terroriste par l'Égypte, interdite aux Émirats arabes unis et sous étroite surveillance dans tout le monde arabe. Alain Juppé assure qu'il fera, je cite, « tout pour qu'un terrain soit disponible pour la grande mosquée de cet imam, ordonnant à ses fidèles de lire le Coran comme les salafistes. » Maire UMP de Cannes jusqu'en 2014, Bernard Brochant, un proche de Nicolas Sarkozy, a inauguré la nouvelle mosquée Iqra à l'été 2014, édifiée sur un terrain de la mairie pour un loyer dérisoire. Son bras droit et maintenant le nouveau maire de Cannes, David Lisnard, avouait que la démarche peut paraître en contradiction avec la loi de 1905, tranquillement. Mais le plus grave est que cette mosquée est propriété du président de la chaîne saoudienne Iqra, dont elle porte le nom. Chaîne qui diffuse le wahhabisme, la mouture la plus extrême de l'islam sunnite. Les tchèques de cette chaîne, promue par la mosquée de Cannes, annoncent le programme.
L'islam doit diriger le monde, selon ce savant saoudien, que ça plaise ou non au peuple. Un autre animateur affirme qu'il est autorisé de battre sa femme, comme il est écrit dans le Coran. Vous comprendrez en lisant les 320 pages de notre enquête C'est Mères qui courtisent l'islamisme, actualisée pour sa version 2015, que les maires, aussi bien UMP que PS, collaborent matériellement avec les pires islamistes. Les preuves sont facilement vérifiables dans notre livre. Voici le sommaire. Alain Juppé et les frères musulmans, Jean-Claude Gaudin et la loi particulièrement injuste de 1905 selon lui, les 3 millions d'euros de François Grosdidier, un maire UMP pour une mosquée à Ouapi, Laurent Catala, socialiste, qui a subventionné à hauteur de 1 million d'euros sa mosquée, Serge Dassault et la mosquée de Corbeil-Essonnes, les 22 millions d'euros de Bertrand Delanoë pour l'Institut islamique de Paris, la grande mosquée de Strasbourg où l'islamisme subventionné par les collectivités locales, les compagnons de Martine Aubry, l'islamisme turc et les élus, Manuel Valls et le financement public des mosquées, le financement public des mosquées par Jean-Marc Ayrault, un temple protestant livré aux islamistes à Nîmes par le maire UMP et la mosquée de Cannes sur un terrain municipal, le tribunal administratif qui sanctionne la mairie de Nice, etc., etc. Sortie nationale en janvier 2015 dans 500 librairies.